Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 29 avril. À la une de cette édition, le MDM toujours aussi fracturé en interne. En fin d'année dernière, Hassani Abdallah a été élu président du parti. Néanmoins, plusieurs adhérents contestent le scrutin à l'instar d'Ibrahim Bouanahiri. Ils appellent à l'organisation d'un congrès ce mercredi afin de voter à nouveau pour le président, mais également pour le bureau. Il est par ailleurs reproché au sénateur sa proximité avec le parti au pouvoir. Un sujet avec au montage, Leslie Vumonet. Les tensions sont toujours aussi vives au sein du MDM. Le parti local se divise face à l'élection de son président. Fer de lance de cette fronde, Ibrahim Bouanahiri accuse le sénateur Hassani Abdallah de fracturer le MDM. Une élection qui a été organisée à Bandélé, on a décrié en disant que cette élection ne s'est pas passée dans les conditions de l'art, en fait, dans les règles. On attendait à ce que ce président élu fasse les choses comme il devait l'être. On a attendu. 5 mois après, on ne voit rien venir. On s'est dit que quand même, le MDM ne peut pas rester muet à 1 an d'une échéance électorale très importante pour Mayotte. Et notamment les municipales. Justement, les municipales. Du coup, on a décidé de convoquer le congrès par l'intermédiaire de la présidente du congrès, de convoquer tout le monde et de faire cette élection dans les règles de l'art. Autre reproche est mise à l'encontre du sénateur, sa proximité avec le parti au pouvoir. Ibrahim Bouanahiri lui reproche de privilégier la République en marche au détriment du MDM. Pire, il accuse Hassani Abdallah de vouloir fusionner le mouvement pour le développement de Mayotte avec le parti d'Emmanuel Macron. Je profite de l'occasion pour vous dire ici que tout le monde le sache que le document, il est bien là. Monsieur Hassani Abdallah, quand il est à Mayotte, il dit à tout le monde qu'il n'est pas LRM. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cache derrière, mais apparemment, il veut amener le MDM dans ce parti national, alors que la devise du MDM, c'était toujours de rester local. Ibrahim Bouanahiri n'est pas candidat à la présidence du MDM. Néanmoins, il se place en opposant numéro 1, jusqu'à accuser le sénateur de se rapprocher de la République en marche pour faire oublier ses problèmes liés à la non-validation de ses comptes de campagne. Tout le monde le sait que les comptes de campagne de M. Hassani Abdallah ont été rejetés. Et normalement, quand on a des comptes de campagne rejetés, l'élection est annulée. Sauf s'il y a des choses qui se passent derrière. Donc, en étant dans c'est ce qui s'est passé pour pas mal d'hommes politiques de Mayotte. Hein. Oui. L'exemple de Jacques Martial Henry, tiens. Oui. Exemple. Oui. Jacques Martial Henry, ses comptes de campagne ont été rejetés. Oui. Il a été interdit il a été interdit de participer à une élection pendant un certain temps. Mercredi, le congrès risque de se tenir dans un climat des plus délétères. Le tout alors que la bataille pour les élections municipales a déjà débuté. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Daniel Zaidani, conseiller départemental de Pamandzi. Daniel, bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu les propos d'Ibrahim Bouanahiri ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, notamment sur ce problème de président? Est-ce que selon vous, Hassani Abdallah est le président du MDM ou non? Alors, moi, je vous dirais qu'effectivement, il y a une élection qui a été organisée le 2 décembre dernier À Bandrélé, où Hassani Abdallah est sorti en tête de ce scrutin. Maintenant, je fais partie de ces personnes qui remettaient en question cette élection puisqu'elle n'avait pas été organisée correctement. D'ailleurs, à ce titre, nous avions organisé une conférence de presse dans laquelle nous expliquions qu'il y a dans notre statut, il y a un processus à faire pour pouvoir aller jusqu'à cette élection. C'est aussi pour cette raison que je soutiens pleinement le congrès qui est organisé le 1er mai prochain, ce mercredi, qui permettra de rétablir le bon ordre des choses. Maintenant, je fais partie également de ces personnes qui est allé consulter auprès de la préfecture pour voir si le dépôt de cette élection qui avait eu lieu en décembre avait été fait, et j'ai pu me rendre compte par moi-même que ni en janvier, ni en février, ni en mars, c'est-à-dire dans les 3 mois qui suivent l'élection, cette inscription ne s'était faite au niveau de la préfecture. J'ai cru comprendre par contre qu'à la fin de ce mois d'avril, cela a été fait. Avec le bureau notamment, avec le bureau. Je ne sais pas quelle est du coup la véracité ou la légalité de cet acte. Ça, c'est des actes juridiques qui mériteraient de faire pencher un juriste là-dessus. Mais quoi qu'il en soit,
mon opposition en tant qu'homme politique, moi je fais partie du MDM, je pense que cela ne fait aucun doute pour personne sur le territoire, mais je considère que le MDM a des valeurs. Et les valeurs, d'abord, c'est de défendre la population et de s'assurer l'ancrage de Mayotte dans la France. C'est pas ce que fait aujourd'hui le sénateur, selon vous? Lorsque je vois qu'il y a plusieurs manifestations, notamment sur la problématique de l'immigration, avec une immigration qui progresse de manière significative, où on a vu qu'on est passé de 42 à près de 50%, et que pour autant, la politique gouvernementale ne s'est pas accentuée ou aucune mesure particulière a pu être mise en œuvre pour endiguer ce phénomène. Je regrette vraiment que le président Hassan Abdallah du MDM ne prenne aucune mesure qui lui dissocie du gouvernement. Selon vous, il est trop proche de la République En Marche? C'est pas qu'il est trop proche. Vous êtes d'accord sur le fait Non, c'est pas qu'il est trop proche. Vous avez tous vu le document qui a été montré par M. Boanaheri ce matin dans la matinale. LREM. Il fait partie du groupe LREM. Et il est rentré dans ce groupe officiellement 2 semaines après l'élection qui a eu lieu au mois de décembre, c'est-à-dire le 19 décembre. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas dire ici que nous sommes un parti autonome et aller en métropole, dire que je m'inscris dans la République En Marche. Mais Daniel je Zaïdani, pense qu'il est en faux. Pour plaider la cause, c'est mieux d'être dans un groupe majoritaire. C'est mieux. Je n'ai jamais dit qu'il ne devait pas être dans un groupe majoritaire. Je pense moi-même que j'aurais pu être dans ce groupe-là ou dans un autre, parce que je ne me serais pas mis en tant que non inscrit. Je crois par contre qu'il était essentiel que nous puissions défendre les positions de Mayotte. Quand je vois que nous avons eu la succession de 2 ministres différents, le ministre de l'Intérieur s'est positionné très clairement, notamment, pour que les immigrés qui ont obtenu des cartes de séjour soient stockés à Mayotte plutôt que soient dilués dans la France. Moi, j'estime qu'on ne peut pas considérer que le discours qui est fait par le gouvernement actuel est satisfaisant en qualité de MDM. Si le sénateur Hassan Abdallah à son titre personnel, il estime que c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux de le dire en qualité de président du MDM. De la même manière, lorsque le président de la République fait son intervention, sa restitution sur le grand débat national, force de constater que lorsqu'il s'engage notamment à mettre les classes de maternelle et de CP et de CE1 à 24, je me rends compte que depuis 2017 où il est élu, les classes à 12 ne sont pas en vigueur. Donc, une promesse non tenue en tant que candidat, encore une promesse non tenue en tant que président. De la même manière, la retraite, la fameuse retraite à 1 000 euros, on ne peut pas être élu, qui plus est parlementaire, connaissant le processus législatif qui permettra de faire ce rattrapage, de dire que le discours fait par le président est applicable à Mayotte. Son discours n'est pas applicable à Mayotte en l'état des choses. C'est comme si aujourd'hui je disais je veux aller sur la Lune et que je n'ai pas de fusée. Donc soyons bien clairs, il y a réellement un décalage réel entre les aspirations de la population et le gouvernement actuel. C'est pour cela que le MDM ne peut pas être d'accord avec ce que fait ce gouvernement et encore moins le président du MDM si vraiment il est. C'est pour cela que moi je combats d'abord les idées, parce que les idées ne sont pas celles du MDM, mais sont celles clairement d'un représentant En Marche en campagne à Mayotte. Est-ce que vous êtes candidat à cette élection, Daniel Zaïdani? Non, moi mes aspirations sont tout autres. J'ai été candidat notamment pour les législatives parce que je pense qu'un parlementaire a un boulot à faire. J'ai été candidat pour être président du Conseil général parce que le Conseil départemental est une locomotive. Aujourd'hui, le pays est en grande souffrance. Vous savez, nous n'avons même plus de président, nous n'avons même plus de gouvernance. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote puisque vous n'étiez pas là. Il y a vendredi, il y a 15 jours, il y a une semaine plutôt, la séance plénière n'a pas pu s'achever parce que le vice-président qui présentait ce dossier se plaignait qu'il n'avait pas été informé des dossiers qui avaient été signés par un président non disponible à la réunion. Nous étions sur place, nous avions effectivement fait un sujet sur la question. Encore une fois, on voit bien que le Conseil général n'est pas conduit. Ce Conseil général a besoin d'être repris en main par des élus et non pas par un DGS ou par un cabinet. Mais Mayotte a besoin d'avoir un parti local qui défend d'abord les intérêts de Mayotte. Vous soutiendrez un dissident ? Au moment où je vous parle,
je ne peux pas accepter que des membres du MDM disent se sentir obligés d'être auprès du gouvernement parce que le sénateur Giraud en faisait autant, parce que Horry en faisait autant. Disons les choses très clairement. Ces grands hommes politiques, notamment Marcel Henry ou le sénateur Giraud, c'était des personnes, lorsqu'ils combattaient pour Mayotte française, étaient proches du gouvernement, mais n'ont jamais pris des cartes de socialistes. Au contraire, quand Mitterrand était au pouvoir, on a toujours su que les socialistes étaient néfastes pour le bon développement de Mayotte. Et c'est comme ça qu'on nous a élevés. Donc voir aujourd'hui des représentants du MDM s'appuyer sur ce passé pour justifier leur positionnement, c'est injuste déjà par rapport à ces grands hommes politiques et c'est mensonger vis-à-vis de la population. Daniel Zaidani, rapidement, 2 questions. Est-ce que vous soutiendrez un dissident, un autre candidat qu'Hassani Abdallah ce mercredi? Moi, je crois que l'urgence, c'est que Hassan Abdallah puisse se justifier sur le journal officiel qui est paru le 19 décembre 2018 et dans lequel on constate qu'il est inscrit dans le groupe En Marche et qu'il est en marche. Ça, c'est la vraie question et qu'on constate que cette action a été faite 2 semaines après qu'il soit devenu président du MDM. Donc je crois que là-dedans, effectivement, il y a de la malveillance inacceptable et ces positionnements politiques actuels sont aussi très malveillants vis-à-vis de Mayotte. Un dernier mot rapidement, les élections municipales, on est à moins d'1 an des échéances. Ça va mal au MDM, ça va être compliqué d'être en ordre de marche. Vous vous étiez plaint justement lors des législatives de ne pas avoir un parti suffisamment fort pour vous soutenir, d'avoir démarré trop tard la campagne. On est en train de reproduire le même schéma. Ça fait 2 ans que nous sommes en campagne à Pamandzi. Moi, comme vous le savez, je suis du village de Pamandzi. Nous avons une municipalité à Pamandzi que nous devons renverser. Beaucoup de choses n'ont pas été faites ces 12 dernières années. Nous avons eu le malheur d'avoir le député Rablati comme maire de Pamandzi. Aujourd'hui, les Mahorais voient ce que ça donne à l'échelle de Mayotte. Et nous avons eu le DGS du Conseil général, qui n'est pas mieux en tant que DGS, qui était également le maire de Pamandzi. Donc, on a beaucoup de boulot qui nous attend à Pamandzi. Nous travaillons pour s'assurer la victoire à Matsouf, qui est notre candidat, et je peux vous dire qu'à Pamandzi, nous bossons. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans les autres communes, parce qu'effectivement, les difficultés que nous sommes en train de relater à l'échelle du territoire ne devraient pas impacter le travail de terrain communal. À Pamandzi, nous sommes un groupe uni qui travaille ensemble pour faire émerger une nouvelle gouvernance qui permettra de remettre Pamandzi dans les rails dans lesquels elle se trouvait pendant plus de 25 ans lorsque la commune était dirigée par des MDM. Merci beaucoup Daniel Zaidani. On vous retrouve tout à l'heure sur un tout autre sujet avec notamment cette délibération du SIAM. Économie, dans votre 19h, l'ADIM en partenariat avec Business France organise aujourd'hui et demain une formation axée sur le web marketing pour l'export. Une opération de grande envergure pour laquelle le ministère des Outre-mer financera les grands rendez-vous d'affaires. Objectif de cette formation, développer la notoriété des entreprises mahoraises à l'international au moyen d'outils digitaux. Jaïdi Maoulida est allé à la rencontre des acteurs de cette journée. Au montage, Paul-Arthur Avit. Au menu de cette journée de formation, la présentation de plusieurs outils numériques permettant aux entreprises de l'île de se désenclaver et de s'ouvrir un peu plus à l'étranger. Le tout avec des enjeux bien définis. Pour les entrepreneurs, c'est aller chercher la croissance à l'extérieur, que ce soit dans les pays limitrophes, mais aussi peut-être plus en Europe ou aux États-Unis. Je pense notamment au tourisme qui offre des perspectives extraordinaires à Mayotte et qui gagnerait en fait à être plus connu à l'international. Une idée générale qui plaît aux entrepreneurs bien conscients du placement stratégique de Mayotte dans la zone. On est situé dans une zone géographique qui est dans le canal du Mozambique. On n'est pas très loin de l'Afrique, on est dans l'océan Indien, pas très loin aussi de l'île de la Réunion, de l'île Maurice, de Madagascar. Donc pour nous en fait c'est une très bonne zone géographique qui nous permettrait de nous promouvoir dans un premier temps dans cette zone-là, et plus tard, pourquoi pas aussi, comme nous sommes aussi un département français, toucher d'autres départements français, avant aussi, et plus tard après, toucher la métropole, et peut-être l'international. Un beau potentiel pour l'exportation des entreprises mahoraises, qui malgré les idées reçues, ne sont pas si archaïques. J'ai des clients
qui viennent un peu partout dans le monde. Déjà au niveau de la région, de l'océan Indien, il y a les Comores, la Réunion, les Seychelles, même Maurice, Madagascar et l'Europe, beaucoup sur la France métropolitaine, sur l'Allemagne. Et même des États-Unis qui viennent aussi dans notre structure. Et je pense que c'est vraiment une bonne visibilité aussi pour nous, pour Mayotte aussi, de pouvoir présenter un produit de qualité d'hébergement à ce niveau pour que ça fasse aussi venir d'autres touristes, d'autres horizons, d'autres pays. Dans un environnement numérique en évolution constante et de plus en plus complexe, ces formations s'avèrent nécessaires pour les entreprises de Mayotte afin de rester dans l'air du temps. Eux ne pensent pas encore à l'international et pour cause. Les pêcheurs de Mayotte sont aujourd'hui très inquiets face à la réglementation européenne. En effet, près d'un pêcheur sur 2 risque de ne plus pouvoir exercer dans 1 an et demi en cause du matériel obsolète qui ne répond pas aux critères européens. Ce matin, nous recevions Pierre Bobet, le président de la COPEMAI, la coopérative des pêcheurs de Mayotte. Ce dernier tire la sonnette d'alarme lors de la matinale de Kwezi. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a à peu près au maximum 300 barques recensées aux affaires maritimes. Donc il y en a 150 qui sont grosso modo en règle, 150 qui ne sont pas en règle. On ne parle pas de la pêche informelle, c'est encore autre chose. Voilà. Ouais. Alors effectivement, on a à peu près 150 barques qui sont à peu près dans les clous, ou qui tendent à être dans les clous, et on a 150 barques qui, elles, ont un permis provisoire. Ce permis provisoire leur permet de travailler jusqu'en 2021. Et il faut quand même rappeler une chose, que cette démarche de carte provisoire a été faite avec l'arrivée de l'actuel directeur des affaires maritimes, M. Goron, qui a permis à ces pêcheurs de continuer leur activité pour pouvoir se mettre en règle. Sachant que depuis 2013, ils étaient un peu hors la loi, ils ne pouvaient pratiquer la pêche officiellement. Donc ils le faisaient, mais cette démarche leur a permis de continuer l'activité et d'assurer un revenu à leur famille. Donc aujourd'hui, c'est surtout ça, la cible, c'est ces 150 barques. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce qu'on fait des autres 150 ? Est-ce qu'on continue à les faire naviguer sur des barques qui ont plus de 25 ans ? Il faut savoir que les barques, vous voyez, elles ont toutes plus de 25 ans. Les dernières ont été importées en 93. Je ne sais pas quelle profession pourrait travailler avec des outils de plus de 25 ans. La délibération du SIAM, le bilan du passage de Kenneth aux Comores et au Mozambique, ou encore le fonds de secours pour l'outre-mer. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce lundi 29 avril. Le combat entre le SIAM et le groupe Vinci a pris une nouvelle tournure ce week-end. Samedi matin, un comité syndical s'est réuni afin de soumettre de nouveau au vote la délibération autorisant le président du syndicat à rompre le contrat liant le SIAM à la SMAE. La première délibération ayant été suspendue par le juge des référés, Moussa Mouhamadi Bavi jouait gros et il a de quoi se réjouir. En effet, le résultat ne souffre d'aucune contestation puisque la délibération a été adoptée à 25 voix pour et 6 voix contre. Les délégués ont donc choisi de suivre leur président. Grâce au vote de samedi, le SIAM va de nouveau signifier à la SMAE la rupture prochaine du contrat d'affermage. L'objectif pour le syndicat des eaux consiste dans l'adoption d'une nouvelle stratégie de gestion de l'eau potable au travers possiblement d'une CEMOP, une société d'économie mixte à opération unique. La gouvernance d'une telle structure juridique est plus contraignante qu'un contrat d'affermage pour le ou les opérateurs privés qui auront à s'associer avec le SIAM. Le cyclone Kenneth a fait des ravages dans le canal du Mozambique. Aux Comores, le bilan communiqué par les autorités s'élève à 4 morts, 182 blessés et 15 000 personnes déplacées. Plusieurs hectares de plantations ont été détruits à l'instar de centaines d'habitations. Au Mozambique, le bilan est encore plus lourd puisque le cyclone a fait 5 morts, des milliers de déplacés et détruit plus de 35 000 habitations. Les photos aériennes de la province de Cabo Delgado montrent un paysage de désolation, toutes les structures semblant avoir été dévastées. Le niveau des eaux monte aussi dangereusement dans la ville de Pemba, faisant craindre de nouvelles destructions. Les équipes humanitaires présentes sur place font par ailleurs état d'un risque de glissement de terrain élevé. Après le sud, c'est donc une grande partie du nord de ce pays, parmi les plus pauvres du monde, qu'il faut désormais reconstruire en quasi-intégralité. Pour l'heure, les autorités locales planchent sur l'envoi de matériel humanitaire. Et à la suite du passage de la tempête Kenneth à Mayotte, la DAF informe les agriculteurs des principales conditions de mise en œuvre du fonds de secours pour l'outre-mer pour les calamités agricoles.
L'institution va organiser dans les meilleurs délais une réunion avec la CAPAM et les représentants professionnels agricoles de Mayotte en vue de la mise en place d'une mission d'enquête qui permettra d'évaluer les dégâts sur la base d'une visite de quelques exploitations. En fonction des constatations faites, la préfecture transmettra un rapport circonstancié et une demande d'intervention du Fonds de secours pour l'Outre-mer. La ministre des Outre-mer disposera alors d'un mois pour décider de l'intervention du Fonds de secours. Si la décision est favorable, le préfet procédera par arrêté à la reconnaissance de l'état de calamité agricole et les agriculteurs éligibles disposeront alors de 6 semaines pour déposer un dossier de demande d'aide à la DAF. A noter que les pertes de fonds liées à l'irrigation, les bâtiments agricoles, y compris les serres et ombrières et petits tunnels maraîchers de plus de 80 cm de haut, sont inéligibles. Pour les pertes de récolte, il faut au moins 25% de pertes. Il faudra justifier d'au moins 1 000 € de pertes pour que le fonds puisse être mobilisé. Et je me tourne à nouveau vers l'invité de la rédaction, Daniel Zaïdani, qui nous accompagne ce soir. Vous avez vu le SIAM, vous avez suivi de très près ce qui s'est passé ce week-end. Le président Bavi a obtenu gain de cause. Est-ce que vous soutenez sa démarche de rupture du contrat d'affermage ? Je pense que notre rôle en tant qu'élu, c'est de servir la population et de la servir au mieux. Je sais qu'effectivement, c'est jamais simple de faire un suivi sur des DSP. On le voit déjà au Conseil général avec le port. Mais je crois que la démarche du président est intéressante. C'est-à-dire qu'il prend le temps d'échanger avec ses élus, c'est-à-dire les délégués. Au-delà, il prend le temps d'échanger avec les maires, alors qu'ils n'ont pas forcément droit au vote, mais il échange parce que c'est important, il faut qu'il les associe dans la réflexion, dans la compréhension de la problématique. Donc pour moi, j'estime que la méthodologie, elle est bonne. Il a pris le temps de venir dans les médias, de communiquer sur le sujet, d'expliquer quels étaient les points. Il a pris le temps d'appeler les hommes politiques comme moi-même. On a échangé à plusieurs reprises au téléphone. Il m'a expliqué sa démarche. Donc je crois que c'est comme ça. C'est comme ça, effectivement, lorsqu'on décide de remettre en question notamment une DSP, de prendre le temps d'expliquer et d'expliquer les motivations. Bien évidemment, il faut prendre également en compte les conséquences. Mais on Vous sait comprenez les maires, vous comprenez leur démarche qui explique que ça risque de nous coûter très cher et ça retombera forcément sur les mairies, on le sait, puisque cette compétence va revenir aux mairies avec la loi Elan. Donc est-ce que vous comprenez qu'ils aient peur et qu'ils disent attendons 2 ans et construisons pendant ces 2 ans ? Moi, je constate surtout que le dialogue et l'échange a permis au président Bavi d'avoir une forte majorité ce week-end. Et donc, de ce fait, forcément, je considère que les maires ont suivi. Peut-être pas tous, puisqu'on a vu 6 délégués qui n'ont pas accompagné ce vote positivement, mais très largement, il a été positif. Cela va permettre notamment de faire baisser, puisque c'est l'objectif à atteindre, de faire baisser l'eau chez le consommateur que nous sommes tous, vous, moi, notre voisin, etc. Donc, quelque part, c'est bénéfique pour la population et donc forcément, je ne peux que l'encourager. Mais ce que je mets, moi, en avant, c'est surtout la démarche. Parce qu'en parallèle, vous voyez très bien ce qui se passe au sein du conseil départemental. Vous avez un président qui décide unilatéralement de remettre en question l'action au port. Les conseillers départementaux ne sont pas consultés. Là, les grands élus n'ont aucune information là-dessus. Et finalement, comme d'un mouchoir qui sort d'une boîte magique, on constate que on passe directement, sans consultation en local, à une loi pour sortir le Conseil général dans ses responsabilités vis-à-vis du port. Je crois que la manœuvre, elle est maligne, mais elle est très malhonnête. Elle est très malhonnête. Donc, je préfère, moi, un président pédagogique, méthodique, comme fait actuellement le président Bavi. Et d'ailleurs, tant bien même que la première délibération avait été retoquée, je pense que les échanges qu'il a dû se nourrir pour présenter la deuxième fera qu'elle ne sera peut-être pas rejetée cette fois-ci. Donc, on voit bien que l'échange permet d'avoir des bons résultats. Au conseil départemental, ce n'est pas le cas et c'est regrettable. Merci beaucoup, Daniel Zaïdani, de nous avoir donné votre avis sur ces questions importantes. Le MDM, bien sûr, avec ses élections municipales dans moins d'1 an, et puis cette question du SIAM qui concerne tout le monde, y compris les conseillers départementaux et les citoyens lambda. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie.
Les épreuves du baccalauréat arrivent à grands pas. Pour beaucoup d'élèves de terminale, l'heure est aux premières révisions. Une tâche peu aisée pour celles et ceux qui ont au cours de l'année accumulé certaines lacunes. Ces derniers pourront dès demain compter sur l'accompagnement des bénévoles de l'association Espoir et Réussite. Quelles seront les matières concernées par ce coaching scolaire? Quels autres dispositifs l'association met en place en direction de la jeunesse? Un reportage signé Marion Tellier. Le projet Passe ton bac débutera dès demain à 10 h à la bibliothèque de Cavani. L'objectif de ce rendez-vous, permettre aux lycéens qui le souhaitent de réviser le programme de terminale dans des conditions optimales. Ils pourront pour cela compter sur l'intervention de bénévoles de l'association Espoir et Réussite. Nos bénévoles de l'association Espoir et Réussite vont pouvoir le coacher en maths, là où les gamins qui sont les jeunes en terminale ont plus de difficultés, donc soit en maths, soit en histoire, soit en géographie, soit en anglais. L'association Espoir et Réussite œuvre pour la jeunesse au sein du quartier de Doujani depuis 2011. Elle tend cependant à élargir son champ d'action sur l'ensemble de l'île. Les missions des bénévoles varient selon les dispositifs établis, de l'école des parents à l'insertion via l'école de civisme, en passant par l'accompagnement et l'insertion professionnelle des jeunes. L'accueil de jeunes déscolarisés représente lui aussi un réel enjeu pour l'association. Plus de 7000 jeunes sont aujourd'hui en attente de scolarisation pour la seule commune de Mamoudzou. Nous accueillons une partie d'entre eux, donc une partie de ces jeunes qui sont en attente. Donc nous les accueillons chez nous ici. Nous offrons des cours de français, de maths, d'histoire. Le temps avec les parents de faire en sorte à ce que nous les aidions, à ce que ces jeunes-là puissent trouver un établissement d'accueil le plus rapidement possible. À Doujani, les actes de délinquance semblent, selon les habitants du quartier, moins nombreux qu'autrefois. Pour beaucoup, s'occuper de la jeunesse est en ce sens une priorité. Avant, il y avait Doujani, c'était où il y avait plus de délinquants. Maintenant, ça a diminué grâce à Espoir et Réussite de Doujani. Après, moi, je vois que ça va. Du coup, on avance. Depuis que l'association a ouvert, il y a un impact positif parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui étaient non scolarisés et aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup de jeunes qui sont scolarisés, qui sont passés par l'association. L'association Espoir et Réussite compte aujourd'hui plus de 60 jeunes orientés en centre de formation. 15 d'entre eux ont déjà pu s'insérer dans la vie professionnelle. C'est la fin de votre journal, merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.